J'ai arrêté quelques mois après avoir commencé le stand-up. Drew Carey affiche son sourire dans l'émission The Price is Right depuis plus de 17 ans, mais début 2025. Il a enfin prononcé les mots qu'il avait gardés secrets pendant la majeure partie de sa vie. Avant d'accéder à la célébrité, il avait fait 2 tentatives de suicide. Il évoquait rarement un deuil d'enfance et portait un secret de famille depuis son plus jeune âge. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler maintenant après des décennies de silence? Et pourquoi cet homme qui fait rire des millions de personnes chaque jour a-t-il frôlé la disparition à plusieurs reprises? La vérité derrière ce sourire est plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Drew Carey est né le 23 mai 1958 à Cleveland, dans l'Ohio. De prime abord, rien ne laissait présager sa future gloire. Il a grandi dans un quartier populaire et à seulement 8 ans, la vie l'a durement frappé. Son père, Lewis Carey, est décédé des suites d'une tumeur au cerveau. Des années plus tard, Drew confiait avoir du mal à se souvenir de son père en temps normal, ce qui rendait la perte encore plus douloureuse. La famille était déjà sous tension, et après cela, tout est devenu encore plus difficile. Sa mère a dû élever seule ses 3 garçons sans beaucoup d'argent ni de répit. Drew a confié plus tard avoir souffert de dépression dès son plus jeune âge, une tristesse qui l'a accompagné tout au long de son adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Ce qui rend cette douleur encore plus profonde, c'est qu'une partie est restée enfouie pendant des années. Dans ses mémoires, Dirty Jokes and Beer Stories of the Unrefined, Drew a révélé avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un membre de sa famille durant son enfance. Le livre est devenu un best-seller du New York Times. Mais le plus frappant n'était pas le succès commercial, mais le silence qui l'a précédé. Il a porté ce traumatisme pendant des années avant d'en parler ouvertement. À 18 ans, il a fait une première tentative de suicide. Plus tard, il a expliqué avoir ressenti de la colère en voyant le bonheur apparent des autres alors qu'il se sentait vide. Il a également avoué avoir récidivé au début de la vingtaine. Ainsi, l'homme que le monde allait connaître pour son humour était un jour un jeune homme si désespéré qu'il pensait que personne ne le regretterait. C'est ce qui rend le début de son histoire si poignant. Pourtant, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Tout a basculé. En 1980, à l'âge de 22 ans, Drew s'est engagé dans la réserve du Corps des Marines des États-Unis. Il a servi jusqu'en 1986 et a atteint le grade de sergent tout en travaillant comme opérateur radio de campagne au sein du 25e régiment de Marines dans l'Ohio. Ce fut déterminant car les Marines lui ont apporté ce qui lui manquait auparavant, une structure, une routine, un cadre rigide dans lequel se raccrocher, alors que son monde intérieur était empli de douleur et de chaos. Pour la première fois peut-être, il avait une identité qui ne reposait pas sur la perte. Et à partir de là, un autre tournant inattendu s'est opéré. Avant même de devenir artiste, Drew faisait déjà rire les gens plus discrètement. Il a commencé à écrire des blagues pour David Lawrence, animateur radio à Cleveland, qui le rémunérait et l'encourageait à persévérer. Cet encouragement a été crucial. Il a donné une direction à Drew. Il n'a pas accédé directement à la célébrité. Il a étudié des recueils de blagues, a travaillé sur ses propres textes et a continué d'apprendre. Puis, en 1986, il a remporté un concours de scène ouverte, ce qui lui a permis de devenir maître de cérémonie au Cleveland Comedy Club. Sa carrière d'humoriste n'était donc pas le fruit du hasard. Elle s'est construite patiemment, d'abord en écrivant des sketchs rémunérés, puis sur les petites scènes de club, et enfin pendant des années à Cleveland et Los Angeles. Le véritable tournant est survenu en 1991, et dès lors tout s'est accéléré. Cette année-là, Drew participa à la 14e édition de l'émission spéciale Young Comedian de HBO. Puis en novembre 1991, il se produisit au Tonight Show de Johnny Carson. Sa prestation fut si réussie que Carson l'invita à s'asseoir sur le canapé, un signe d'approbation immense pour un humoriste à l'époque. Ce moment changea la donne pour sa carrière. Carson avait déjà influencé le destin d'innombrables humoristes et c'était au tour de Drew Carey de connaître son heure de gloire. La même année, il fit également sa première apparition au Late Night with David Letterman. En l'espace d'1 an, il passa du statut d'humoriste de club à celui d'humoriste reconnu à l'échelle nationale.
Dès qu'Hollywood le remarqua, il cessa d'être considéré comme un simple humoriste en devenir. En 1994, il signa un contrat de développement avec Disney et décrocha son premier rôle dans une série télévisée The Good Life, où il apparut dans les 13 épisodes. Ce fut un tournant décisif, car cela lui permit de quitter le monde des clubs de comédie pour intégrer le petit écran. Puis vint l'étape suivante. En 1995, il s'associa à Bruce H. Ford pour créer The Drew Carey Show, une sitcom semi-autobiographique se déroulant à Cleveland. Diffusée pour la première fois sur ABC le 13 septembre 1995, elle connut rapidement un franc succès. Ce qui rendait cette ascension encore plus impressionnante, c'est que Drew ne se contentait pas d'être devant la caméra et de réciter son texte. Il participait également à l'élaboration des scénarios en coulisses. Son spectacle de 1993 sur HBO, Drew Carey Human Cartoon, n'était pas seulement un spectacle de performance. Il l'avait coécrit et produit. En 1994, il remporta le Cable Ace Award du meilleur scénario. Cette récompense en disait long sur lui. Il n'était pas simplement un humoriste doté d'un bon sens du timing et d'un micro. Il pouvait créer du contenu. Il pouvait le guider. Il pouvait s'approprier la voix qui l'animait. À Hollywood, cela le rendait difficile à remplacer. Puis, le Drew Carey Show a connu un véritable essor. Diffusé pendant 9 saisons et 233 épisodes. De 1995 à 2004, la série a une longévité que peu d'émissions atteignent. Drew n'en était pas seulement la figure emblématique. Il en était également le co-créateur, le producteur exécutif et l'auteur de 4 épisodes. Ce succès a fait de lui l'une des plus grandes stars d'ABC à la fin des années 1990, et l'industrie l'a remarqué. Dès 1998, il avait remporté le Satellite Award du meilleur acteur dans une série musicale ou comique. Puis en 2000, le public a également exprimé son admiration lorsqu'il a remporté le People's Choice Award de l'acteur de télévision préféré. C'était important car cela montrait qu'il était non seulement respecté, mais aussi aimé. Il était passé de simple humoriste à véritable star de la télévision. Et pourtant, il n'avait pas fini de construire sa carrière. Alors que le Drew Carey Show faisait toujours partie de sa vie, il est également devenu l'icône de l'improvisation télévisée pour toute une génération. Il a animé et produit la version américaine de Whose Line Is It Anyway pendant 2 saisons et 19 épisodes de 1998 à 2007. Cela aurait suffi à la plupart des gens, mais Drew a continué sur sa lancée. Il a ensuite poussé le même style d'humour plus loin avec Drew Carr's Green Screen Show en 2004 et 2005, puis avec Drew Carr's Improvaganza en 2011, une émission de 40 épisodes tournée à Las Vegas. C'est en partie ce qui rend sa carrière si atypique. Il menait de front 2 carrières comiques majeures. D'un côté, une sitcom à succès. De l'autre, une franchise d'improvisation tout aussi populaire. La plupart des artistes passent leur vie à tenter de se faire connaître pour une seule chose. Drew, lui, est parvenu à être étroitement associé à 2. Et quand on compare ce parcours à ses débuts, la différence paraît presque irréelle. Cet homme avait lutté contre la dépression, avait fait 2 tentatives de suicide et avait même été renvoyé 2 fois de l'université de Kent State pour mauvais résultats scolaires. Pourtant, le 21 février 2003, il avait son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Le chemin parcouru d'un jeune homme brisé de Cleveland à l'une des figures les plus emblématiques de l'humour américain semble presque trop beau pour être vrai, et pourtant il l'est. Puis, un autre rebondissement survint. En juillet 2007, Drew décrocha le rôle le plus important de sa carrière à la télévision. Il a été choisi pour remplacer Bob Barker à la présentation de The Price is Right après la diffusion de la dernière émission de Barker le 15 juin 2007. L'annonce officielle a eu lieu le 23 juillet 2007. Et ce fut un énorme succès. Ce fut un moment crucial car Bob Barker avait animé l'émission pendant 35 ans. Pour de nombreux téléspectateurs, Barker n'était pas seulement un animateur, il était l'émission elle-même. Prendre la relève signifiait donc se retrouver immédiatement sous pression, confronté à la comparaison et au doute. Et les critiques ne manquaient pas. Beaucoup de fans de longue date étaient profondément attachés à Barker. Drew a donc pris ses fonctions alors que beaucoup étaient déjà sceptiques, voire ouvertement hostiles à son égard. La transition a paru brutale aux téléspectateurs.
Elle a été vécue comme une attaque personnelle. Mais Drew a pris son rôle au sérieux. Il a appris chaque jeu, une tâche bien plus ardue que beaucoup ne l'imaginaient. The Price is Right ne se résume pas à sourire et à parler. L'animateur doit maîtriser l'énergie, le timing, le rythme, le suspense et le déroulement de dizaines d'éléments interdépendants chaque jour. Il devait gagner la confiance du public tout en restant dans l'ombre d'une légende. Le plus surprenant, c'est qu'il y est parvenu. Les doutes n'ont pas eu raison de lui. En 2025, Drew Carey animait The Price is Right depuis plus de 17 ans. Autrement dit, il a réussi là où les critiques pensaient qu'il ne réussirait pas. Il est resté. Et au fil du temps, il s'est approprié le rôle. Une telle longévité est rare à la télévision de jour où l'épuisement professionnel et le remplacement sont beaucoup plus rapides. Drew a même déclaré qu'il ne comptait pas prendre sa retraite discrètement. Dans une interview, il a prononcé une phrase directe qui en disait long sur l'importance qu'il accorde désormais à ce poste « Je veux mourir sur scène ». Et ce n'est pas tout. Beaucoup connaissent Drew Carey comme humoriste et animateur de jeux télévisés, mais peu réalisent la richesse de son parcours. Avant la célébrité, il a passé 6 ans dans la réserve des Marines américains de 1980 à 1986. Puis en 2021, il a été honoré du prix Lone Sailor Award du Mémorial de la Marine des États-Unis. Et le prix a été remis lors d'un épisode en direct de Price is Right le 6 juillet 221. Drew avait minimisé son service militaire par le passé, affirmant qu'il n'était que réserviste. Mais cette reconnaissance a clairement montré l'importance de cette période de sa vie. Il y a ensuite le volet sportif de son histoire qui semble presque fortuit, jusqu'à ce qu'on comprenne que sa vie n'a jamais suivi un cours linéaire. Drew est devenu copropriétaire du Seattle Sounders FC. Et lorsqu'il faisait partie du groupe d'investisseurs, le club a remporté la MLS Cup en 2016 et de nouveau en 2019. Ainsi, celui-là même qui s'est fait connaître pour ses blagues et son rôle d'animateur d'un jeu télévisé en journée a également connu un succès retentissant dans le monde du football professionnel. Un tel mélange est rare. En fait, il est difficile de trouver une autre carrière qui réunisse tous ces aspects de manière aussi singulière et harmonieuse. La vie de Drew Carey semblait amusante en apparence, mais en réalité, quelque chose de bien plus lourd se tramait, bien avant que le public ne le voie comme l'animateur souriant de The Price is Right. Il portait en lui une douleur qui remontait à des années. Il a admis plus tard avoir tenté de se suicider à 2 reprises, une fois à 18 ans et une autre fois au début de la vingtaine. Dans un souvenir, il a décrit une soirée étudiante entourée de gens qui semblaient heureux alors qu'il se sentait complètement vide intérieurement. Il a également traversé de profondes épreuves dès son plus jeune âge, notamment le décès de son père alors que Drew n'avait que 8 ans. Ainsi même, lorsque le succès est arrivé, les ténèbres n'ont pas disparu. Elles sont restées présentes, mieux dissimulées. C'est ce qui rend son image actuelle si saisissante. En juillet 2007, Carey a endossé l'un des rôles les plus difficiles de la télévision en remplaçant Bob Barker à la présentation du Juste Prix. Pour la plupart des gens, cette seule pression aurait suffi à les briser. C'était l'une des émissions de jour les plus populaires d'Amérique et de nombreux téléspectateurs ne pouvaient imaginer personne d'autre à sa place. Mais Carey est resté à ce poste année après année. Et en 2024, il avait franchi le cap des 17 ans à la tête de l'émission. Il n'a pas seulement survécu dans ce rôle. Il en est devenu partie intégrante. Et cela a rendu le contraste encore plus frappant. Car l'homme en qui des millions de personnes avaient confiance chaque jour menait toujours des combats personnels que le public ne pouvait pas voir. Puis en 2010, une autre crise l'a frappé, et cette fois l'a forcé à agir. On a diagnostiqué chez Carey un diabète de type 2 et l'avertissement qu'il a reçu était sérieux. Il a raconté qu'un médecin lui avait clairement fait comprendre que s'il ne changeait pas ses habitudes, sa vie serait plus courte. Ce n'est pas le genre de nouvelles qu'on prend à la légère. Ce fut le déclic. Carey a réagi en bouleversant complètement son mode de vie, perdant environ 36 kg et passant d'une taille 44 à une taille 33. Il a adopté un régime strict sans glucides et s'est astreint à faire du cardio jusqu'à au moins 45 minutes par jour. Le résultat fut non seulement une perte de poids spectaculaire, mais il a également déclaré par la suite ne plus avoir besoin de médicaments contre le diabète.
C'est pourquoi cela ne ressemblait pas à une simple lubie de célébrité. C'était une question de survie. Mais le changement ne se limitait pas à son physique, à peu près à la même époque. Carey a aussi commencé à se reconstruire intérieurement. Il a confié que des livres de développement personnel l'avaient aidé à sortir d'une profonde dépression. Des auteurs comme Wayne Dyer, Zig Ziglar et Og Mandino ont fait partie intégrante de ce processus. Et ce n'était ni une solution miracle, ni une passade. C'est devenu une habitude durable. Ce détail est important car il montre que sa guérison ne se résumait pas à une simple question d'apparence ou de perte de poids. Il cherchait à se reconstruire de manière bien plus profonde. À l'écran, il avait toujours l'air de la star de télévision calme et stable que le public connaissait. En coulisses, il travaillait d'arrache-pied pour se reconstruire. Malgré ses progrès, sa vie personnelle continuait de le plonger dans des épreuves difficiles. En octobre 2007, Carey s'est fiancé à Nicole Jarre. À l'époque, cela semblait prometteur. On disait qu'ils étaient enthousiastes à l'idée de l'avenir, même s'ils n'avaient pas encore fixé de date de mariage. Mais cette relation s'est discrètement terminée en janvier 2012, après près de 5 ans de vie commune. Ce qui la distingue des simples rumeurs de célébrité, c'est que Carey est restée présente dans la vie de son fils Connor même après la rupture. Il ne s'agissait donc pas seulement de la fin d'une histoire d'amour, mais d'un véritable bouleversement familial et d'un nouveau coup dur pour une personne qui souffrait déjà plus qu'on ne le pensait. Puis des années plus tard, une autre relation est entrée dans sa vie et a tout changé. En 2017, Drew Carey a rencontré Amy Harwick lors d'une soirée à Hollywood. Il avait 58 ans, elle 35. Leur histoire a été un véritable coup de foudre. Carey a raconté plus tard que leur premier rendez-vous avait eu lieu à Disneyland, ce qui donnait déjà à leur histoire un côté étrange, presque onirique. Quelques semaines plus tard, il confiait à ses collègues que si leur relation continuait ainsi, il l'épouserait. Il n'a pas abordé la relation progressivement. Il est tombé amoureux fougueux. Et pour un homme qui avait passé une si grande partie de sa vie à lutter contre la tristesse, cet espoir soudain a dû être immense. En janvier 2018, ils se sont fiancés. Peu après, Harwick a même participé à un épisode spécial Saint-Valentin de l'émission The Price is Right, où Carey l'a présenté à la télévision nationale comme sa fiancée. Ce moment a officialisé leur relation, la rendant plus solide et prometteuse. Des millions de téléspectateurs y ont vu une histoire d'amour se profiler vers le mariage. Mais les apparences furent trompeuses. Fin 2018, leurs fiançailles furent rompues. Officiellement, la séparation fut qualifiée d'amiable, ce qui laissait présager une rupture apaisée. Pourtant, ce genre de formulation peut cacher bien des choses. Carey a par la suite clairement indiqué que ses sentiments pour elle n'avaient jamais vraiment disparu. Ce qui distinguait Harwick dès le départ, c'était qu'elle semblait vivre plusieurs vies à la fois. Née le 20 mai 1981 à Ceresville, en Pennsylvanie, elle a été adoptée et élevée à Lansdale. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à North Penn High School en 1999. Dès lors, son parcours a été tout sauf linéaire. Tout en poursuivant des études supérieures en thérapie, elle a également travaillé comme coach sportive, barmaid, danseuse et mannequin pour Playboy. Plus tard, elle est devenue thérapeute conjugale et familiale agréée à West Hollywood, se spécialisant dans le conseil en sexualité, un domaine qui exige déjà beaucoup d'assurance et de force émotionnelle. En 2014, elle a publié le « Nouveau guide de la sexualité pour les femmes » et a commencé à intervenir dans des podcasts et à la télévision parlant ouvertement de santé mentale et de sexualité. Cette combinaison la rendait difficile à catégoriser. Elle alliait glamour, sérieux, audace et intelligence. C'est en partie ce qui avait tant attiré Carey. Elle n'était pas une simple relation parmi d'autres. Elle était différente et même après la rupture de leur fiançailles, le lien qui les unissait était loin d'être rompu. La preuve la plus poignante en fut d'ailleurs révélée dans les derniers jours précédant sa mort. Le 13 février 2020, Harwick envoya un message à Carey pour lui dire qu'elle réfléchissait au pardon et qu'elle aimerait beaucoup le revoir pour en discuter. Carey répondit qu'il en serait ravi lui aussi, et il ajouta 3 mots qui plus tard résonneraient avec une force dévastatrice « Je t'aime ». À l'époque, ce n'était qu'une réponse chaleureuse à celle qu'il avait un jour envisagé d'épouser. Plus tard, ce fut leur dernier véritable échange. Puis vint la nuit qui fit basculer tout dans la tragédie.
Le week-end de la Saint-Valentin 2020, Harwick était sortie avec des amis à Hollywood. La police a déclaré plus tard qu'elle était rentrée chez elle vers un H2 du matin le 15 février. Ce qui s'est passé ensuite a été violent et rapide. Sa colocataire a entendu des cris et des bruits de corps s'écrasant au sol. Harwick a été retrouvée environ 6 mètres en contrebas du balcon de son appartement situé au 3e étage, dans les collines d'Hollywood. Elle était encore en vie lorsqu'elle a été découverte mais grièvement blessée et elle est décédée plus tard à 3h26 au centre médical Cedars-Sinai. Elle n'avait que 38 ans. Dès le début, il ne s'agissait pas d'une simple chute. Les enquêteurs ont trouvé des signes de lutte à l'intérieur de l'appartement. Elle présentait de graves blessures et des marques au cou indiquant qu'elle avait été étranglée. Un chapelet reliait le salon à la chambre puis menait au balcon. La police a également trouvé une seringue contenant un liquide qui, selon le parquet, était de la nicotine, une substance potentiellement toxique. Ces éléments rendaient la scène plus sinistre et plus préméditée. Il ne s'agissait pas d'un chaos soudain et tragique, mais bien d'un acte planifié. C'est pourquoi l'attention s'est rapidement portée sur Garrett Puruse, un ex-petit ami que Harwick avait accusé de violence. Elle avait déposé des demandes d'ordonnance restrictive contre lui des années auparavant, et selon certaines sources, elle avait confié à des amis avoir peur de lui. Ainsi, lorsque la police l'a arrêté seulement 14 heures après la mort de Harwick, l'affaire prenait déjà une tournure inquiétante. Les enquêteurs ont également constaté des égratignures sur son cou, sa poitrine et ses bras, ainsi qu'un large hématome ressemblant à une morsure. Ces détails laissaient présager une violente altercation à son domicile avant sa chute mortelle du balcon. L'accusation a par la suite déclaré qu'il s'était introduit par effraction, avait attendu à l'intérieur, l'avait agressé, étranglé, puis l'avait jeté du balcon. Pour Carrie, le traumatisme fut immédiat et profond. Après sa mort, le 15 février 2020, Harwick a publié un témoignage public d'une rare intensité. Il a dit être accablé de chagrin et a demandé le respect de sa vie privée. Il a également décrit leur amour comme celui que l'on a la chance de connaître une seule fois dans sa vie. C'est ce qui a rendu sa réaction si poignante. Il n'avait pas l'air d'un discours préparé. Il ne sonnait pas comme un présentateur récitant un texte. Il semblait anéanti. Pour un homme qui avait passé des années à dissimuler sa dépression derrière l'humour, cette perte a tout ravivé. La production du Juste Prix a même été interrompue temporairement après son décès, ce qui témoigne de la profondeur du drame qui l'a affecté lui et ses proches. Et ce qui a rendu la situation encore plus difficile, c'est le cours cruel des événements. Leur idylle avait été fulgurante. Leur fiançailles les faisaient passer pour un couple sur le point de se marier. La rupture survint, mais sans haine publique. Puis vint ce dernier message, empli de pardon évoquant une possible réconciliation et un ultime « je t'aime ». Dans un autre scénario, peut-être que l'histoire aurait commencé à s'apaiser. Au lieu de cela, elle s'acheva dans la violence 2 jours plus tard. Carrie confia plus tard qu'avant même sa mort, la rupture avait déjà été vécue comme un deuil. Après son départ, ce sentiment devint bien pire. La procédure judiciaire fut lente, mais elle progressa. En septembre 2023, après environ 2 jours de délibération, un jury reconnut Garrett Puruse coupable de meurtre au 1er degré. L'affaire comprenait également un cambriolage et une circonstance aggravante de meurtre avec circonstance aggravante rendant le crime encore plus grave aux yeux du tribunal. En décembre 2023, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifiait qu'il ne serait jamais libéré. Pour la famille et les amis de Harwick, c'était enfin justice après des années d'attente. Mais pour Carrie, justice et guérison étaient 2 choses bien distinctes. Il admit plus tard que la condamnation lui avait apporté un apaisement, mais pas la paix au sens strict. Il disait que Harwick était toujours présent en lui, et début 2025. Il parlait plus ouvertement que jamais de la douleur qui l'avait rongé toute sa vie. C'est alors que beaucoup ont découvert l'étendue de son passé douloureux. Il révéla ses 2 tentatives de suicide, les décrivant comme des appels au secours, et expliqua à quel point la dépression l'avait profondément marqué. Les fans qui ne connaissaient que l'animateur jovial de jeux télévisés furent stupéfaits. L'homme qui avait bâti sa carrière sur le rire admettait avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, submergé par le désespoir. Parallèlement, il expliquait pourquoi la comédie avait toujours été si importante pour lui.
Dans une interview de mars 2025, Carey confiait que l'humour était son remède aux ténèbres. Il évoquait comment il surmontait les tragédies grâce aux blagues et utilisait le rire pour briser le cercle vicieux de la dépression. Même plus jeune, sa carrière prenait soudain une toute autre dimension. La comédie n'était plus seulement une question de talent. Ce n'était pas qu'un simple travail. C'était une bouée de sauvetage. Même les prix en jeu prenaient une toute autre dimension. Monter sur scène, ce n'était pas seulement jouer, gagner des prix et faire tourner une roue. C'était essentiel pour sa survie. Et ce mélange singulier le définit depuis des années. D'un côté, il y a Drew Carey, l'artiste au parcours pour le moins atypique. Il a publié Dirty Jokes and Beer, Stories of the Unrefined, en 1997, un ouvrage qui a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Il a servi dans la réserve des Marines des États-Unis de 1980 à 1986 et a atteint le grade de sergent. Il a participé au Royal Rumble de 2001 et a été intronisé au WWE Hall of Fame en 2011. Il est également devenu actionnaire minoritaire du Seattle Sounders FC, équipe qui a remporté la MLS Cup en 2016 et 2019. Difficile de croire à autant de facettes d'une seule personne. Mais derrière cette image publique se cache le Drew Carey, privé un homme marqué par le deuil, la dépression, des problèmes de santé, des relations brisées et une tragédie dont il ne s'est jamais vraiment remis. C'est pourquoi son histoire marque les esprits. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un humoriste ou d'un animateur de télévision. C'est l'histoire de quelqu'un qui a encaissé les coups, qui a toujours essayé de se reconstruire et qui a toujours trouvé des moyens de survivre. Parfois par la discipline, parfois par la lecture, parfois par le travail, parfois par l'humour, mais toujours par l'effort. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si poignante. Pendant des années, le public a vu une personne stable, drôle et rassurante. Puis, petit à petit, la profondeur de son histoire s'est révélée. Les tentatives de suicide, le diagnostic de diabète en 2010 et la perte de poids de 36 kg qui s'en est suivie. La rupture des fiançailles en 2012, la romance éclair avec Amy Harwick en 2017, les fiançailles en 2018, la rupture plus tard cette année-là. Le dernier message d'amour le 13 février 2020 et le meurtre le 15 février. Puis la longue attente jusqu'à la condamnation en septembre 2023 et la peine de prison à perpétuité en décembre 2023. Et enfin, les aveux de 2025, lorsque Carey a révélé au monde entier à quel point il avait failli disparaître bien avant tout cela.